Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va faire la machine qui s'appelle Acid Server. Alors c'est une machine dont je me souviens pas trop, j'ai fait il y a longtemps, mais ce qui m'a donné envie de la faire aujourd'hui, c'est que je suis tombé sur un write-up un peu féerique, pour apporter un peu de féerie dans ce monde du hacking. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion de refaire cette machine. Route midi qu'on a 240 minutes pour le faire, mais on va faire ça bien plus rapidement, et on n'a pas beaucoup d'indices à part que c'est entièrement basé sur du web. Donc aujourd'hui, ça va être du web. Alors c'est parti. Donc comme d'hab, le scan and map pour commencer. Sur route.me, c'est ici l'IP, tac. C'était F04.org. Je vais mettre un T5 pour bourriner un peu beaucoup d'ailleurs. Plutôt mettre T4. Et après, ça suffira. Tac. Et de toute manière, je vais mettre une pause, comme ça vous n'avez pas à attendre la fin du scan and map. Et voilà, on voit deux ports ouverts et un port filtré. Alors c'est pas des ports communs, enfin si pour le SSH mais pas pour le 33447. Donc je lance une nouvelle commande pour identifier un peu mieux ce que c'est que ce port qu'on n'a pas l'habitude de trouver, le 33447. Ça devrait être rapide. Donc je vais pas faire une pause ce coup-ci. Voilà. Alors, on voit que c'est du HTTP. Une version d'Apache qui est pas toute récente. Et donc, quand on voit ça, on a évidemment envie d'aller voir ce qu'il y a sur cette page. tf04.route.me.org. Unable to connect. Ah oui, donc j'ai oublié de mettre le port. Du coup là j'ai tapé le port 80 et il n'y a rien en écoute sur le port 80. Mais en effet, si on va sur le port 33447, on tombe dans le monde mystérieux d'Acid. Alors, il nous dit d'utiliser une clé magique. Alors déjà, quand on regarde le code source et qu'on descend, direct, on voit... Ça va pas être une machine très réaliste aujourd'hui, hein, je vous préviens. Parce que ça, dans la vraie vie, c'est quand même pas vraiment courant. Alors moi j'utilise Xlite, j'aime bien Xlite sur... je sais plus comment il s'appelle l'hébergeur. On va chercher sur Google. Je ne trouve pas plus. Paul Chou, voilà. Paul Chou, il a un petit truc comme ça que j'utilise, j'ai l'habitude d'utiliser pour décoder un peu tous ces formats. Et là on voit que du coup l'hexadécimal qui est dans le code source de la racine du site, qui pourrait être une clé, hein, on imagine, puisqu'il parle de clé sur la page d'accueil. Donc quand on décode ce code hexadécimal, on voit que ça nous affiche quelque chose qui ressemble à du base64. Donc je décode le base64. Et on voit que ça nous affiche une string qui correspond à un nom de fichier, un nom d'image pour être plus précis. Donc j'imagine qu'il suffit de mettre ce nom d'image après la racine. Et ben non, ce n'est pas si simple. Alors le deuxième truc qui m'interpelle, c'est le /challenge du titre, qui semble indiquer que c'est un répertoire. Et en effet, c'est bien un répertoire qui nous envoie sur un login mot de passe. Welcome to hell. Et je vois un doc type un peu chelou.
pas mal de choses à regarder, pas mal de JavaScript. Alors, je les affiche un par un, le CSS s'en fout un peu. On a un JS qui semble correspondre à du SHA-512. On a un JS qui semble correspondre au formulaire. Mais ça a l'air d'être des briques prises sur d'autres sites. Et après on a un PHP. Donc ça j'imagine qu'on peut pas voir le source puisque c'est exécuté côté serveur. Et enfin on a index.js qui n'existe pas. Et ben, donc a priori le plus intéressant c'est ce truc là. Donc ce truc là, on va regarder sur internet si ça correspond à quoi. Comment ça s'appelle? Le script JavaScript, c'est... Alors celui-là on ferme, on va pas creuser, form.js. Donc si je cherche form.js avec predur.net, ça me sort effectivement que c'est predur.net qui développe ce truc. Ça me sort des solutions concernant la machine qu'on est en train de faire, et d'ailleurs notamment le fameux write-up que je suis en train de suivre, donc je vous en parle maintenant. C'est Jessica Gallant, une consultante IT qui a fait ce beau write-up de manière féerique. Et je crois qu'elle a un compte Twitter. Si on descend, voilà, ici. Twitter. Jessica Gallant. Voilà. Consultante en SSI, et j'adore ce job. Donc c'est à cause ou grâce à elle qu'on fait aujourd'hui la machine Acid Server, et on va voir si on a besoin d'acide pour rentrer dans ce monde féerique de la machine. J'ai oublié de le préciser, puisque là c'est pas une hack the box mais une vuln-hub. Le but du jeu du coup c'est de choper le flag /password qui est donc sur la machine, et pour réussir à accéder à ce flag, bien évidemment il faut qu'on arrive à avoir un shell sur la machine. Donc là on cherche comment obtenir un shell, et a priori ce sera uniquement avec de la web app, donc il faut creuser tout ce qui est sur la web app. Et ça semble être celui-là. En tout cas ça commence pareil. Sauf que là il s'appelle pslconfig et nous c'est un form.js. Par contre là c'est intéressant, il y a un login mot de passe codé en dur. Mais bon, ça me semble un peu foireux. Je vais quand même tester. Ah, en plus il faut une mail adresse, et là on n'a pas de mail adresse. Donc à mon avis c'est pas ça. Perdu. Continuons de creuser, ça semble quand même être lié à ce truc. Donc est-ce que je peux pas revenir? Include. Ah voilà, JS. Form.js, voilà. Alors est-ce qu'on a exactement ce fichier? On dirait que oui. Donc ça semble vraiment être une brique qui a été prise sur ce site par le développeur ou la développeuse de la web app. Alors, est-ce qu'il y a une doc sur ce site quelque part? C'est un projet qui a été abandonné depuis. Ah, on a un user test avec un mot de passe. Alors testons si le user test.example avec le mot de passe ici présent passe.
Yes, on est logué. Donc, première erreur de l'administrateur et l'administratrice, il n'a pas changé le mot de passe par défaut de cette application. Enfin, c'est pas vraiment le mot de passe par défaut, c'est le compte de test, quoi. Qui aurait dû être dégagé en prod. Alors, pour ceux qui pensent que ça n'arrive jamais, j'avais fait une mission pour un client où en fait j'étais tombé sur une web app comme ça que je connaissais pas, comme souvent en pentest on tombe sur des modules forcément des briques sur lesquelles on n'a jamais fait de test, il y en a tellement. Et du coup j'avais fait une recherche sur le net pour avoir plus d'infos sur cette web app, et j'étais tombé sur un rapport confidentiel d'un stagiaire qui l'avait mis sur GitHub, qui m'a permis du coup d'avoir plein d'informations intéressantes pour mieux comprendre ma cible. Donc quand c'est comme ça, on est obligé de le mettre dans le rapport, hein, qu'il y a des informations confidentielles qui sont publiquement sur internet, qui permettent donc aux attaquants et aux attaquantes de pouvoir aiguiser leurs armes. Donc ça existe dans la vraie vie, il y a vraiment des stagiaires qui pensent que c'est une bonne idée de mettre des documents confidentiels en public. Enfin, continuons. Donc maintenant que je suis logué sur cette page protégée, click here to proceed further. Okay. It looks like that you know your things. Enter a file name. etc password. Extract file. It looks like you know your thing. Ça n'a pas fait grand chose, c'est moi. Ah si. Ok, donc là c'est trop pas réaliste non plus, mais donc globalement c'est... Oh, on a encore une clé. C'était la même que tout à l'heure ou pas, je sais même plus. Pardon, je suis en train de m'égarer, donc c'est une LFI en gros, hein. Donc Local File Inclusion, mais volontaire. Enfin, dans le temps normal c'est pas volontaire, donc c'est l'idée que dans le code il va appeler un fichier, et comme cet appel de fichier est dans une entrée manipulable par l'utilisateur ou l'utilisatrice, eh bien on va pouvoir modifier cette entrée pour aller voir le fichier que nous on veut sur la cible. Du coup, je regarde vite fait cette clé quand même, hein, ça me tarde juste. C'est fou ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Ok, so... On verra plus tard si ça sert à quelque chose. Donc maintenant qu'on a ça, on peut afficher à peu près normalement tous les fichiers du système qui sont accessibles par le démon qui fait tourner cette page. Donc en général ce qui est intéressant c'est d'afficher le code source de la page sur laquelle on est. En plus avec du LFI, donc c'est des fichiers qui sont inclus dans le code PHP, donc potentiellement on peut exécuter du code avec ça. Comme le but du jeu, c'est, je vous rappelle, d'avoir un shell. Pour avoir un shell, c'est de trouver un moyen d'exécuter du code. Donc on semble quand même être sur une piste fort intéressante pour avoir un reverse shell. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait afficher qui serait intéressant sur cette machine? Sympa. Donc si je fais var www/challenge/include.php, ah mince, on a limité en taille, on peut pas aller plus loin. Si je mets juste include.php, ah mais du coup il va se lancer lui-même. Ah voilà, il passe son temps avec une boucle là, il se lance lui-même, et du coup c'est pas super intéressant. Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Je pense qu'on va devoir lancer un GoBuster pour trouver un peu ce qu'il y a d'intéressant sur cette machine en termes de script. Alors faisons ça, GoBuster, -help. Alors voyons voir, est-ce qu'il prend en compte la casse? Il prend en compte la casse, donc il faut prendre
Buster, World List. On va prendre la Small, mais par contre pas la Lowercase, puisque ça prend en compte la casse. Donc il en trouve déjà pas mal. CSS. J'ai pas les droits. Includes. J'ai pas les droits. JS. Pas les droits. Style. Pas les droits. Bon, il trouve pas mal, mais on n'a pas les droits. Allez, je laisse 2 minutes tourner et je reviens. Voilà, donc là on voit qu'il a trouvé juste un less en plus. Donc je vais lancer une nouvelle vague, mais ce coup-ci avec l'extension de fichier PHP, pour chercher des fichiers avec l'extension PHP. Et pendant ce temps-là, je vais vérifier le dernier qu'il a trouvé, c'est-à-dire less. On n'a toujours pas la permission. Alors, est-ce qu'avec un PHP, on trouve des trucs plus intéressants? Index.php, bah, ça m'est un petit peu courant puisque c'est la page d'accueil. Ensuite, il trouve include.php. Ça aussi, on est au courant puisque c'est là où il y a la LFI. J'en profite d'ailleurs pour dire que tous les trucs qu'on est en train de trouver, ils sont censés aussi être là. Hein. Donc, par exemple, include.js styles, effectivement, c'est bien des fichiers. Donc là, il trouve index. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre? J'ai oublié. Index include. Ah non, là on l'a pas. Donc il y a effectivement pas uniquement cette application. Il y a cette application d'installer, mais il y a aussi d'autres fichiers présents. Genre error.php, là par contre ça correspond à celui-là. Et après il trouve un cake.php, un act.php, décidément il en trouve pas mal. Ah, there is a long way to go, dude. Et après il renvoie sur le login. Ça semble quand même être un indice. Je vais le garder de côté celui-là. Et je vais juste regarder le act qui me paraît tellement tentant. Hop. You are going good, show me your ninja skills. Ah, les deux ont l'air super intéressants. Which is not a big deal. Ok. Donc celui-là, pourquoi il semble intéressant? Parce qu'il y a encore une fois dans le titre un répertoire. Donc on a envie d'aller voir ce répertoire, comme ce qu'il y avait pour challenge au début. Not found. Parce qu'il faut le mettre après challenge. Après je pense que c'est une bonne piste parce que outre le fait que tout comme le /challenge on a trouvé le répertoire comme ça, vu que c'est censé être un truc féerique et tout, Magic Box, ça semble être quand même la piste qui est la bonne. Alors, évidemment, j'avais pris toute l'URL, et du coup on met un -T20 pour carburer plus vite. Ça fait donc 20 threads. Mais je vais quand même faire une pause histoire de vous épargner l'attente. Alors il a trouvé un premier qui s'appelle low.php. Et du coup même si on n'a pas accès au répertoire, on peut bien lancer les scripts PHP qui sont à l'intérieur, mais là il ne nous affiche rien, donc le code est exécuté côté serveur sans qu'on puisse en faire grand chose. Ensuite il nous trouve commande.php. Oh oh! Et là on a la possibilité de pinguer des machines depuis le serveur.
Et une fois de plus, la sortie de la commande est affichée juste avant le code source de la page. Donc là, ça sent l'inclusion injection de commande. Je me demande d'ailleurs si on n'a pas déjà fait une vidéo avec de l'injection de commande, mais je sais pas comment j'aurais appelé ça. Command injection. Injection. Non. Bon bah alors je vais en parler un peu plus de la command injection. Alors en fait c'est l'idée que là dans le script, probablement, si je lance un mousepad, quelque part il y a ping, et là il doit y avoir une variable host, et il lance ça de manière, c'est du PHP, donc il va faire un truc genre shell exec, je sais pas trop, un truc de ce genre là. Ça doit être en dur. Plus host, je sais plus comment c'est en... comme ça. Donc admettons que c'est codé comme ça sur le serveur. Bon, là c'est vraiment des hypothèses. Donc l'idée de la commande injection, c'est de se dire peut-être que c'est mal codé, c'est-à-dire qu'il nettoie pas l'entrée utilisateur, la sanitize pas comme on dit, et que potentiellement si le host, là dans le test que je viens de faire, host il prend comme valeur 127.0.0.1, ce qui nous donne un ping 127.0.0.1. Maintenant, si dans mon entrée utilisateur, au lieu de mettre 127.0.0.1 uniquement, je mets .ls, du coup, potentiellement, s'il nettoie pas bien l'entrée, il va faire ping 127.0.0.1 .ls, ce qui correspond sur du Linux à, on peut le faire d'ailleurs, vu qu'on a un shell Linux ici même. Ah ouais, le problème c'est que il va jamais s'arrêter. Alors que nous on sait qu'il s'arrête, puisque quand j'ai fait le ping, on a vu qu'au bout de 3 il s'est arrêté. Donc en fait ça doit plutôt être un truc du style ping -t3, si je dis pas de bêtises. Donc là du coup ça va me sortir un ping -t3. Tac. Tac. Merde, c'est pas -t, c'est quoi déjà pour s'arrêter pour faire compter le nombre de pings sur C-C-3. C. Voilà, donc là quand je rentre 127.0.0.1, on voit effectivement que il semble contexte serveur qui ça débouche sur cette commande. Maintenant, si je fais si je mets ça en entrée, en sortie on peut s'attendre, si c'est mal filtré, à ce que ça fasse ça. Et what the fuck, pourquoi il m'a pas affiché le ls? Ah oui, parce qu'il n'y a rien. Ah merde, je vais créer un truc. On va dire quoi? Touch Lisbeth box. Voilà. Donc il fait vraiment les deux commandes. Donc voyons voir si cette attaque fonctionne sur notre cible. Est-ce qu'il va faire un ls après avoir fait le ping? Si on met ça en entrée. CTRL U pour la source. Et oui, c'est tout bon, on peut faire une injection de commande, puisque il vérifie pas bien l'entrée utilisateur, et il laisse le semi-colonne, le point virgule. Alors du coup, il y a pas mal de coupures dans cette vidéo, pour qu'elle soit plus courte, puisque pendant que je l'ai faite, j'ai suivi pas mal de mauvaises pistes. Si vous préférez que je laisse une vidéo version longue, où je fais du debug sur les mauvaises pistes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et là du coup je suis en train d'essayer d'écrire un fichier PHP avec du code PHP info dedans pour voir si je peux exécuter du code PHP. Parfait. Donc là on voit que ça affiche bien OK, comme j'ai mis dans le fichier, et ça exécute php.info, donc php info pardon.
Donc on est bien capable d'exécuter du code PHP. Donc prochaine étape, c'est exécuter du code PHP qui nous permet d'avoir un reverse shell. Et donc pour cela, elle a utilisé ce qu'elle a dû faire, en tout cas moi ce que je ferais qui me paraît le plus simple, c'est d'encoder en base 64 le fameux texte qu'on veut envoyer sur la cible. Donc du coup, ce que on veut faire nous, c'est ça, écrire ça dans un fichier. Donc si je vais dans burp décodeur, je l'encode en base 64, c'est ça que je veux. Donc, du coup je remplace dans ma commande, comme ça il n'y aura pas de $. Je fais écho de tout ce bordel. Derrière je fais un base 64-D pour le décoder. Et j'écris ça dans les bêtes. C'est tout bête. Voyons voir si ça passe mieux. Hop, CTRL U. Donc là ça affiche rien normal, on a écrit dedans. Et si je fais ça, ça n'a pas l'air d'être mieux. Donc si je réaffiche le fichier, alors là c'est mieux, le fichier a bien les $, mais du coup, peut-être qu'il faut mettre le point virgule, sinon on n'y arrive pas. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc je peux exécuter du code PHP à la fin. Donc ça c'est pas super simple à utiliser, sauf si, une fois de plus, on utilise la magie de Metasploit. C'est un module que j'utilise pas souvent, c'est pour ça que je trouvais ça sympa. Son write-up, c'est un truc qui s'appelle PHP eval sur MSF console, qui permet de gérer ça facilement a priori. On va tester, mais ça a l'air sympa. Donc search PHP eval, voilà, c'est ce truc là, use. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un module qui exploite donc les things like, voilà, il explique ça bien. Request eval me. Donc, remplissons les valeurs obligatoires. Donc en valeur obligatoire, on a la rhost qui est ctf 04. Ensuite airport c'est le 3347. Attends, il y a combien de 4? Il y en a 2. 4, 4, 7. Ensuite l'URI pass, on n'a pas su par défaut non plus. L'URI pass nous c'est tout ce bordel là. Et du coup il faut remplacer par point d'interrogation code là où on exécute le code. Donc ça va être tac. Après il faut choisir la payload. Donc, on va mettre du PHP bind PHP. Ça c'est pour pas que vous voyez mon adresse IP. Et testons. Ça a l'air de marcher nickel. Session-i1 ID. Voilà, là c'est beau. Donc là, ça nous permet donc d'avoir un shell à travers cette mini backdoor PHP qui permet d'exécuter du code PHP, et la couche Metasploit permet de convertir mes requêtes en ce qu'il faut pour que ce soit interprété comme si j'étais sur un shell. Ah, c'est ça que j'ai loupé tout à l'heure, j'ai regardé en diagonale, j'avais pas vu qu'il y a bien l'utilisateur acide en 1000. Du coup, on peut faire comme ce que j'avais fait pour l'utilisateur Saman, et regarder un peu tous les fichiers qui existent, qui ont l'UID 1000.
et on va rediriger la sortie sur devnull. Ah bah lui il en a beaucoup plus. Qu'est-ce que nous avons d'intéressant là-dedans? J'ai envie de dire pas grand chose malheureusement. Oh, ça par contre si. Hint. .pkpng, donc on a un indice. Donc mon simple bateau, c'est que je vais faire une copie du fichier et je vais le mettre tout bêtement dans le répertoire où on a accès, c'est-à-dire var 1 html. On va le mettre par exemple dans le challenge JS. Et du coup là si je fais ls, la copie semble s'être effectuée. Donc si je vais dans le challenge JS slash comment il s'appelle, int.pkpng. Donc là, technique utile dans la vraie vie, quand vous avez besoin de récupérer des gros fichiers et que votre channel de command and control n'est pas ouf, il peut être très pertinent de mettre le fichier que vous voulez récupérer sur le serveur web. Comme ça, vous pouvez le télécharger simplement dans CTRL O. Du coup, je le fais différemment. Comme ça. Donc là, oui, petite astuce pour aller vite, pour chercher un fichier, quand vous faites CTRL-C sur les systèmes Linux aujourd'hui, via interface graphique, et ben, si vous collez dans un endroit où vous pouvez coller le fichier, il va le coller en tant que fichier. Et si vous le collez dans un endroit où ça prend que du texte, ça va coller le nom du fichier, ce qui ici est ce qu'on voulait. Donc ça permet de gagner du temps. Je fais un truc du style, c'est un peu sale, mais ça se tente, strings int grep.i saman, c'est le nom de l'utilisateur. Ça m'affiche Saman and now a days is known by the alias of itaxor. Bon, c'est pas très réaliste, mais ça donne envie de tenter de se connecter en tant que Saman avec le mot de passe Axor, enfin l'itaxor, ce truc là quoi. Oui, non. Oui. Alléluia. Par contre, je serais curieux de savoir à quel endroit dans le pcap il y avait pause, il faut que je retrouve la commande. Du coup, c'est contains, mais c'est séparé. D'habitude, je fais tcp contains. Et là, je mets ma valeur, saman. A priori, c'était dans ce truc-là. C'est tcp stream. Ah ouais, donc c'est une communication sur un port lit en clair, quoi. Genre en telnet. Ouais, c'est franchement pas top réaliste. Hein. Ok, bon. Bon, en tout cas, on est devenu Saman. Du coup, est-ce qu'on a accès au flag? Pas encore. Qu'est-ce que je peux faire avec Saman? Ah oui, j'ai son mot de passe. Oui, c'est bon. J'ai déjà oublié que je l'avais. Il est où? Il est là. Bah, il est all, donc c'est bon, on n'a pas s'emmerder. Et voilà. On est route. Donc je peux afficher le flag. Et je peux flaguer, valider route la box. Donc, pour résumer, cette machine, l'administrateur ou l'administratrice avait fait un paquet d'erreurs en fait. Donc il avait laissé un compte test par défaut sur l'application qui était en plus une application qui est disponible sur GitHub. Derrière, il y avait la possibilité d'exécuter du code grâce à un script PHP, commande.php, via une injection de commande, avec le point virgule. Donc ça, c'est, je pense, la plus grosse vulnérabilité de la machine, qui permet donc d'exécuter du code et derrière d'avoir un shell.
Et avec ce shell, on a pu se promener sur la machine et tomber sur une ancienne capture PCAP. Ça par contre dans la vraie vie ça peut arriver de donc tomber sur des captures PCAP, surtout sur les machines d'administrateurs, etc. Et je réfléchis, est-ce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur un PCAP où j'avais des infos intéressantes dedans? Là de tête je sais plus, mais c'est possible. Des fois, en fait le PCAP il y a tellement de choses que potentiellement il y a quand même des choses intéressantes. Donc merci à ce fichier qui contenait le mot de passe de Saman. Et du coup Saman, comme il avait le droit de devenir root direct sur la machine, c'était gagné. Voilà pour cette machine. Merci à Jessica Gallant du coup pour avoir fait ce write-up qui est pas tout neuf puisqu'il est de 2015, mais ça m'a permis de faire un petit voyage féerique sur cette machine, et il me reste à vous dire de pas hésiter à laisser des commentaires, et j'espère que ça vous a plu, et à la semaine prochaine en espérant que vous pourrez faire un pas de plus vers le niveau ranking d'Elizabeth Salander.